Forum des rédactions du vendredi 7 octobre 2022. Madame, Messieurs, merci d'avoir pris ce rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à des sujets société, oui, sujet société. Et en premier, nous allons parler de la non-ouverture de certaines écoles à l'effondrement d'une salle de classe à Parakou. Quoi dire à ce propos? Mes invités vont se prononcer donc sur ce sujet et puis nous allons aborder la maltraitance des enfants. Certains parents ont-ils perdu la raison? On s'interroge avec les vidéos que nous avons vues circuler cette semaine. Et c'est de ces deux sujets que nous débattrons aujourd'hui, bien sûr, sur le forum des rédactions. Je sais que vous êtes nombreux au rendez-vous. Merci de votre fidélité. Si vous êtes musulman, je vous souhaite une très bonne fête de Maloud. J'espère que ça se passe bien autour de vous. Voilà le décor qui est planté. On se retrouve juste après cette virgule. Eh bien, retour dans ce studio. Je vais vous présenter les débatteurs sur ce plateau. À ma gauche, c'est un habitué, Laurent Roland Tonikes. Bonjour, bonsoir. Mori Agua, bonjour. Bonjour amis internautes, aux amis téléspectateurs bien évidemment. Vous êtes analyste politique, vous êtes journaliste. Oui, peut-être les gens vont se sentir étonnés de vous voir porter des verres fumés, mais on ne dira pas plus. C'est pour un besoin spécifique que vous l'avez fait. Est-ce que vous avez un mot à ce propos? Non, je crois que ça ne va pas durer dans le temps, mais si un temps mon ophtalmologue me demandait de garder ça pour toujours, pourquoi pas? Sinon, ça vous va bien, vous êtes très beau à l'écran. Et je me retourne maintenant vers mon deuxième analyste politique, Henri Sauvi-Niabodé. Vous êtes journaliste, rédacteur en chef de Tado FM. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. De la non-ouverture de certaines écoles à l'effondrement d'une salle de classe à Parakou, quoi dire à ce propos? Nous avons vu dans les journaux des écrits. Certaines personnes parlent de honte pour l'éducation nationale en ce qui concerne l'effondrement de salles de classe. Mais si vous ne le savez pas, la rentrée a commencé depuis plusieurs semaines, mais des écoles n'ont pas pu ouvrir leurs portes parce qu'elles sont inondées. Et jusqu'à ce que nous n'apprenions l'effondrement d'une salle de classe à Parakou au cours de cette semaine. Laurent Roland-Tonikes. Oui, je crois que concernant les inondations, je crois qu'il y a des localités qui ne sont pas épargnées. Et donc les écoles qui se retrouvent dans ces localités, bien évidemment dans les Agégués, à Soava, je crois qu'à Zobodomé, bien évidemment, puisque entre Zé et Zobodomé, il y a une zone qui est assez inondable, bien évidemment aussi. Il y a d'autres communes, Malanville, Karimama et autres, qui ne sont pas épargnées. Donc dans ces localités, malheureusement, en cette période... Pourquoi allez-vous aussi loin? Venons à Cotonou. Oui, justement, il y a Vossa, le fameux Vossa, bien évidemment. Il y a Bangandan. Oui, Bangandan, oui, qui est dans ces repos, bien évidemment. Donc, il y a Vossa, il y a Ladji, je crois, ces quartiers qui sont à Cotonou, mais qui finalement, en période de crue, deviennent des cités lacrusses, à la limite. Oui, je crois qu'on ne peut pas vivre sans ça, parce qu'en réalité, c'est un phénomène cyclique qui arrive chaque année, malheureusement. Il y a des périodes où c'est assez dense. Et je crois que les spécialistes avaient déjà annoncé que la crue de cette année serait pratiquement comme celle que nous avions vécue en 2010, bien évidemment. Et quand on voit un peu la situation, les pluies n'ont pas totalement cessé, hein, parce qu'il reste encore quelques pluies qui doivent tomber, sachant que la crue n'est pas le fait de la pluie, bien évidemment, mais aussi mais c'est du fait de la montée des eaux dans la partie septentrionale du Bénin, et ces eaux qui montent vers le fleuve Ouémé, bien évidemment, qui crée la crue. Ce qu'il faut dire, c'est déjà que les gouvernants anticipent en faisant quoi? En faisant en sorte que ces personnes qui se retrouvent dans ces localités, dans une certaine mesure, qu'on les déplace vers des maisons des jeunes, les maisons du peuple, des centres, en tout cas, des grands magasins qui ne sont pas utilisés, plutôt que d'attendre le dernier moment pour peut-être venir jouer le médecin après la mort. J'ai vu une image qui a circulé dans la semaine, une dame dont l'enfant pleurait, qui disait
patients pour qu'ils puissent trouver quelque part où nous pourront être en sécurité pour qu'ils puissent allaiter. Et donc, j'ai vu, il y a une dame qui avait son enfant au cou parce qu'en fait, elle avait l'eau jusqu'au cou et donc elle a dû mettre l'enfant sur la tête. Donc, quand c'est comme ça et qu'on sait que c'est des zones inondables, il faut déjà sensibiliser les populations, créer des conditions. Ailleurs, nous voyons que quand il y a inondation, les gens font des abris, c'est-à-dire qu'il y a des tentes qu'on positionne dans des endroits spécifiques et on demande à ces populations de se lever et de se déplacer. Mais puisque les gens n'ont pas ça, les gens n'ont pas de solution, ils ne savent pas où rester, ils sont obligés de rester là jusqu'au moment où ça les surprend, ils sont surpris et parfois il y a mort d'homme à la limite. Donc je crois que c'est des choses qu'il faut travailler à régler, il faut anticiper. Malheureusement, sous nos cieux, l'anticipation n'est pas pour autant de mise et on ne dira pas qu'ils ne font rien, mais il manque une dose d'anticipation pour éviter les dégâts. Ça, c'est concernant les inondations. Concernant le bâtiment... On va revenir sur le bâtiment. Donc, je crois quel avenir pour ces enfants qui n'ont pas encore commencé l'école parce que leur école est inondée, Henri Yabonnet? Devrait-on en arriver jusque-là? Quand est-ce que ces enfants vont commencer l'école? Auront-ils droit à des séances de rattrapage ou bien auront-ils droit à un programme spécial? Est-ce que le gouvernement y pense? On pouvait anticiper. Bon, je vais vous répondre bonnement en disant que juste après la crue, que ces enfants-là vont reprendre les écoles et vont assister donc à des cours intenses. Seulement que avec cette crue-là, le temps que les autres enfants ont eu à l'avance qu'ils ont eu, donc les enfants ne pourront plus rattraper parce que les examens ne sont pas programmés pour spécialement les enfants qui sont sur la cité Lacus et spécialement pour ceux qui sont sur la TFM. Donc tous les enfants vont à la même période à l'examen. Donc ces enfants-là auront forcément à encore dépenser plus d'énergie pour assister à des cours de rattrapage. Et ce n'est pas seulement les enfants, il y a les enseignants aussi qui auront à faire des cours assimilés, des cours assidus et accélérés aussi pour que ces enfants-là soient au même top que les autres enfants qui ont déjà commencé depuis plus de 2 semaines. Et malheureusement, Laurent disait qu'il faut donc une dose d'anticipation. Non, écoutez, quand je prends la commune de Soava où l'eau a monté totalement et il y a des écoles qui sont inondées. Vous savez quoi? Ces zones-là sont des zones inondables et tout le monde le sait. Naturellement, c'est des zones inondables. Et comment on peut déplacer toute une population pour des sites aménagés, des sites terrestres? Ce n'est pas possible. Peut-être qu'il faut chercher des dispositions, il faut mettre des dispositions. Je précise que quand je parle d'anticipation, ce n'est pas concernant Soava. Soava, au Grand-Ville, c'est des gens qui sont habitués à vivre sur l'eau. Mais il y a des quartiers où les gens vivent sur la TFM. Et qui se sont retrouvés sous l'eau. Oui, à ce niveau-là, c'est autre chose. C'est autre réalité. C'est concernant ces personnes. Oui, bon, quand vous parlez de l'ADI, vous parlez de Vossa, vous savez, d'abord, c'est au départ, la position choisi pour faire abriter les locaux des écoles, ça a été mal fait. On ne peut pas, il n'y a pas d'études, parce que quelqu'un a dit, c'est levé pour dire, je vous donne ce domaine-là pour ériger une école. Donc on le fait sans pouvoir se demander, mais entre-temps, est-ce que l'école n'est pas au bord de la voie? Est-ce que l'école ne va pas prendre de l'eau en sortant quand il y aura assez de pluie? Donc c'est ça. Maintenant, pour les écoles qui sont dans les cités lacusses, dans les zones lacusses comme Soava, on ne peut pas anticiper. Peut-être qu'on peut prendre d'autres dispositions pour dire, écoutez, les enfants doivent rester à la maison jusqu'à telle période, mais après, il faut qu'il y ait des cours accélérés. Donc, ces enfants-là vont continuer, malheureusement, de vivre les vacances. Gouverner, c'est prévoir. Oui, allez-y. Si vous permettez, en fait, quand moi je parle d'anticipation, je ne parle pas de ceux qui sont déjà des populations qui vivent dans des cités de la cuisse. À Soava, à Ganvier, quelle qu'en soit la montée de l'eau, ils vont vivre à Ganvier, à Soava, sans avoir de problème. D'accord. Mais il y a des gens dans des localités qui vivent dans le sud des TFM, mais en période de crue, sont inondés. Comme les gens de Vossa, par exemple. Voilà, et donc, ces localités, par exemple... De Saint-Cécile, par exemple. Ce que vous dites, moi, je ne vous comprends pas. Saint-Cécile, on m'a raconté qu'il faut passer dans les ruelles en pirogue. Comment le domaine de l'école a été choisi? Mais écoutez, la faute est partie de là d'abord. Oui, mais comment ça a été choisi? Si ça a été bien choisi, s'il y avait une étude préalable, on ne va pas assister. Aucun domaine d'école n'a été choisi sur la base d'études au Bénin. Ça veut dire que quoi? Quand vous dites que c'est qui a choisi le domaine, si l'État a accepté de construire dans ce domaine, c'est que l'État est en droit
de prendre alors ses responsabilités et d'anticiper aussi. Oui. Parce que c'est lui qui a permis ça à un moment donné. Mais je parle de ceux-là qui vivent sur des TFM, qui sont en période de crue, sont inondés et par conséquent, il y a des TFM encore dans leur localité. On peut aménager et prévoir des tentes pour que ces personnes vivent plutôt que d'attendre que ces personnes aient de l'eau jusqu'à la hauteur du cou. En dehors des tentes, vous avez parlé des magasins qui ne sont pas utilisés. Vous avez parlé des maisons du peuple. C'est-à-dire que il fallait catégoriser. Parce je que ne là, demande pas, il y a on ne peut pas déplacer tout le monde. Je suis d'accord avec vous. On ne peut pas déplacer tout le monde. Mais il y a des gens. Par exemple, quand vous prenez ça, qu'il vous souvienne qu'il y avait une inondation vers la zone de Ita, à Calavi, Oui. où toute la zone avait été inondée. Oui. Dans ces conditions, par exemple, il faut trouver des abris pour ces personnes-là. Il faut leur trouver des abris. Je suis des d'accord abris avec vous, pour les protéger. C'est de ça, soit avoir Gambier, à Guégué, autres là. C'est les gens qui ont l'habitude de vivre sur l'eau, quelle qu'en soit la montée de l'eau, ceux-là vont se débrouiller. D'accord? Mais il y a des localités où il faut prendre des mesures. Il faut les assister aussi. Par exemple, des gens qui sont il faut les assister aussi. Des gens qui sont dans la dépression de Calavi, par exemple, qui sont inondés, par exemple. La mairie de Calavi a la responsabilité de leur trouver des abris pour les sécuriser pendant un moment donné. Nous parlons des écoles. Donc, oui, non, pour les écoles, par exemple, pour les écoles, il n'y a rien parce qu'on ne peut pas transformer. On peut pas transformer n'importe quelle école n'importe quel centre en école parce que ça va être difficile, parce que ça va être un foutou, ça va être un mélange. Qu'est-ce qui va être difficile? C'est une urgence. C'est une urgence. Mais déjà, c'est de trouver là où les gens. Vous parlez de tentes. C'est déjà trouver là où les gens. Non, le plus important, c'est de trouver où les gens vont dormir d'abord. Oui, mais le plus important aussi est que les enfants doivent aller à l'école. Parce que la rentrée a commencé. On dit que gouverner, c'est prévoir. Et pourquoi, quand l'État sait que parfois il y a des écoles qui pourraient être inondées, comme à Vossa et autres, pourquoi on ne peut pas trouver des solutions pour ces enfants-là? Non, mais je crois que dans une certaine mesure, l'État devra désormais prendre ses responsabilités. Quand on a commencé à parler d'inondation, ici, on avait dit que l'État devait anticiper en donnant par exemple des gilets de sauvetage aux populations qui sont sur l'eau, bien évidemment, de prévoir un certain nombre de choses. Je crois que le lendemain ou 2 jours après, le ministère de l'Intérieur a pris des mesures, bien évidemment, pour accompagner ces populations. Mais toujours est-il que moi, je pense qu'à l'avenir, il faut commencer par réfléchir sur le long terme. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que chaque année, on n'en arrive pas à avoir des gens qui sont sans abri, qui perdent tout leur bétail, parce qu'au-delà de tout, au-delà de la plantation qu'ils perdent, ils perdent leur bétail. Alors qu'en réalité, on a la possibilité d'anticiper, de les déplacer avec leur bétail pendant un moment, et après ils retournent sur le site. Maintenant aussi, il faut aussi sensibiliser les populations qui parfois, s'il y a des gens qui sont dans des milieux où ils choisissent délibérément de vivre dans des milieux inondables. Et ça pose un problème. Oui, parce que quand vous installez sur le cours de l'eau, l'eau vient, l'eau vous ravage, il n'y a pas de problème. Oui, mais... Donc, il faut trouver les moyens pour sensibiliser ces populations et revoir, quand vous parlez de la par exemple, là où vivent les humains, ils doivent créer les infrastructures nécessaires, comme des écoles, les hôpitaux. Et ce n'est que là qu'ils vont créer des écoles. Et aujourd'hui, la situation est que ces écoles, malgré plusieurs semaines, non, je crois que pour la question de Vossa ou de l'ADI et autres, je crois qu'il faut monter les bâtiments dans une certaine mesure. Avec quel financement? C'est l'État, c'est la responsabilité de l'État. On a vu une image d'une église à Soava où je ne sais quoi, où les gens, le prêtre célébraient dans l'eau avec les populations. C'est pas bien. Je crois qu'il faut monter les bâtiments si vous avez la possibilité et que l'eau ne vous submerge pas jusqu'au cou et que c'est peut-être au niveau de votre jambe. Ça veut dire qu'on a la possibilité de monter les bâtiments et se retrouver au-dessus de l'eau pour faire ce qu'on a. C'est en pleine ville. Pardon? C'est en pleine ville. Oui, mais on peut monter les bâtiments. C'est en pleine ville. Oui, mais il faut revoir l'urbanisation de cette localité. Je crois que il faut revoir l'urbanisation. Le mieux, c'est de quitter, de faire déplacer cette école-là dans une zone où l'eau ne prendrait pas l'école. Ça va être une grande distance à parcourir par les enfants. Non. On peut avoir le lait sans casser les œufs. Il faut déplacer ces écoles-là. On peut être en pleine ville et encore parler d'inondation. Il y a un pays dans lequel il pleut tout le temps. Et ce pays a trouvé quelle solution? C'est-à-dire que c'est s'adapter à l'eau et les gens se déplacent parfois dans des bacs pour aller dans leur maison et les bâtiments sont montés. C'est pas le cas à Cotonou. Non, mais justement, c'est pour vous dire quoi? Réfléchissons alors désormais sur le long terme.
cessons de penser au présent, pensons à l'avenir. Quand je parle de l'ADI de Vossa aujourd'hui, on peut réfléchir, revoir l'urbanisation. On travaille à transformer Cotonou, d'accord, mais c'est les localités. Aussi longtemps qu'on ne va pas réfléchir sur ça, c'est que ça va ternir l'image de Cotonou. Le problème, Laurent, moi, vous ne parlez pas de mon problème. Mon problème est que les enfants aillent à l'école. Moi, c'est pourquoi je dis qu'il faut monter les bâtiments, tout simplement. Et quand vous montez les bâtiments, qu'est-ce qui va se passer? Prévoir des bacs pour déplacer les enfants dans ces milieux, pour qu'ils aillent dans les salles de classe. C'est tout simple. Bon, je vais réduire votre solution là en une seule solution. C'est quoi? Oui. En demandant aux autorités de choisir un domaine qui n'est pas inondable, qui ne prendrait pas d'eau et de passer l'école carrément. On construit la nouvelle école. Là où vous parlez domaine, et si le domaine se situe à 50 km ou à 20 km de là où les enfants restent, les enfants habitent. Non, écoutez, les enfants, ce que propose Laurent, qu'on les déplace avec une bac, c'est plus risqué que les enfants ont été remorqués par leurs parents pour aller à l'école. L'eau, ce n'est pas donné à n'importe qui de traverser, comment dire, une cité lacustre. Mais je propose que les écoles là soient déplacées carrément sur notre domaine, un domaine qui n'est pas inondable. Et ça ferait l'affaire. Mais quand vous demandez qu'on remonte les bâtiments et que les enfants aillent à l'école. Il faut revoir l'urbanisation, purement simplement. Oui, mais écoutez, la solution, c'est... Vous avez beau déplacer l'école, je suis d'accord, mais les populations ont leur maison là. D'accord? Attendez, c'est pourquoi je dis qu'il faut revoir l'urbanisation, monter les bâtiments. Ce n'est pas autre solution. La meilleure solution aujourd'hui, c'est de trouver le mécanisme pour que les gens montent les bâtiments, pour que les maisons ne soient pas inondées, même s'il y a de l'eau dans la zone, mais que les maisons ne soient pas inondées. Parce qu'aujourd'hui, l'eau rentre dans les maisons, dans les chambres, bien évidemment, dans les salles de classe. Mais quand on va monter, c'est qu'on peut circuler à travers d'autres moyens et accéder à ces bâtiments. C'est tout simple. Henri Abonnet, les enfants à l'école manquent cruellement. Je dis bien, je pèse mes mots, cruellement de salles de classe et qu'ils vous souviennent que sous le second mandat du président Thomas Boni Yayi, il y a eu des salles de classe de fortune qui ont été réalisées par le génie, je crois, génie militaire, en bois de coffrage, que sont devenues ces salles de classe dans les écoles. Partout sur toute l'étendue du territoire national, il y a ces salles de classe-là qui ont été réalisées dans les écoles. Que sont devenues ces salles de classe pour qu'on ne cesse aujourd'hui de parler encore d'élèves sans classe, des apatams qui s'écroulent, comme le cas le mardi dernier à Ganon, à Parakou. Devons-nous continuer encore par faire les choses de cette manière? Malheureusement, je n'ai pas fait une petite étude sur ce qu'est devenu ces salles de classe construites en son temps. Ces salles de classe de fortune. En matériaux précaires. En matériaux précaires. Mais toujours est-il que c'était pour remédier à un problème en son temps. Et c'était un grand renfort médiatique. On disait que oui, il faut ça en attendant que les choses aillent mieux. C'était de l'investissement, Henri Abonnet. Oui. Il faut penser à régler les problèmes à long terme. Oui, maintenant que on est là et que depuis 6 ans, qu'il y a eu un autre changement, il y a le gouvernement de la rupture qui s'est installé et souhaite faire les choses autrement. Je pense que normalement, en temps normal, on ne devait pas entendre ce que vous avez entendu là, le mardi dernier, qui est l'effondrement d'une salle de classe. D'un apatam. Une salle de classe, c'est un apatam. Et moi, quand j'ai écouté ça, j'ai appris ça, j'ai vérifié, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce sinistre vient démontrer encore que l'école qu'on nous vante aujourd'hui, comme qu'on a réglé tous les problèmes de l'école béninoise, ce n'est pas encore totalement réglé. En plein cœur de Parakou, on ne peut pas continuer de faire éduquer les enfants, de faire assimiler des cours aux enfants sous les apatams. Et ça, apatam, ça fait déjà 8 ans. Quand on fait un petit calcul, ça que sous le règne de Thomas Boni Yayi, et ça a pris au moins 6 ans. 2 ans chez Boni Yayi. 2 ans chez Boni Yayi et 6 ans chez Patrice Talon. Et on ne peut pas accepter que des choses comme ça continuent. Et c'est mauvais de la part de ces autorités-là, qui sont dans Parakou, il faut le dire, qui font des fiches tronquées au ministre. Parce que la patente a fait 8 ans. Pour ce que j'ai suivi là, ça fait 8 ans. 8 ans. Et ce sont les parents d'élèves qui ont décidé maintenant
de cotiser, de souscrire pour recommencer, pour reprendre la construction. Et malheureusement, à quelques jours de la... comment dire, pour avoir les travaux ne commencent, la madame tombe. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a les parents qui sont consciencieux. Et tombent sur les enfants, en fait, des blessés. Oui. Ça traumatise les enfants. Et donc, il y a les parents qui sont consciencieux et qui se mobilisent même pour que l'école béninoise ait une autre image. Au lieu de faire... Oui, je ne veux pas aller... allez-y, allez-y. C'est inadmissible que dans Parakou, même qu'on continue de recevoir les enfants sous les appartements. C'est inadmissible. On ne peut pas accepter ça. C'est dégueulasse. Ça fait quelque chose. Ça vous fait mal. Oui. Laurent. Je crois que c'est assez triste. Il faut regarder les politiciens droit dans les yeux et leur dire la vérité. Et comme les Ivoiriens le disent, il faut leur dire les baies. Vous savez, nous avons un député à Parakou qui a supporté tous les régimes dans ce pays. Non. Pardon. Laissez-moi. Vous parlez de Rachid Balansi. Laissez-moi aller. Laissez-le accoucher. Ne le constipez pas. Laissez-le accoucher. Laissez-moi aller. D'accord? Qui a soutenu tous les régimes. Quand un régime vient, il s'arrange pour se métamorphoser tel un caméléon pour se retrouver dans la mouvance. Et à l'aide de la décentralisation, il a été le premier maire de la ville de Parakou. Absolument. D'accord? Le problème, c'est de distribuer des sacs de riz, des bidons d'huile aux populations, sans pouvoir se soucier des conditions de vie des populations. Le rôle premier du député, c'est de contrôler l'action du gouvernement, d'interpeller le gouvernement sur les questions essentielles de la communauté. Il a fait. Pardon, il a fait quand? Ce matin, j'ai lu dans la presse que Rachid Balansi interpelle le gouvernement. Il était où depuis 8 ans? Il n'a pas vu les apatams? Comment vous pouvez... Ne cherchez pas le défendre. Il n'est pas le seul. Non, je ne le défends pas, il n'est pas le seul. Laissez-moi aller au bout. Il n'est pas le seul député de la zone. Laissez-moi aller au bout. Le Bénin profond n'est pas qu'à Parakou. Même dans Calavi, à Boume-Calavi, ville très proche de Cotonou, 15 km, il y a des apatams, des bâtiments, des salles de classe en matériaux précaires. On a eu 4 députés. On ne sait pas. Est-ce qu'ils sont allés dormir ou je ne sais pas ce qu'ils sont allés faire pendant 4 ans à l'Assemblée ou 3 ans à l'Assemblée nationale. Et je crois que c'est ça le véritable problème. Et c'est pour ça que nous sommes à la veille d'une élection présidentielle et législative. Les populations doivent pouvoir ouvrir les yeux et trancher. Pour dire, pour savoir pour qui voter, pour véritablement défendre les intérêts du peuple. On ne leur dit pas de venir construire des salles de classe. Badamasi n'a pas pour rôle de construire des salles de classe, je suis d'accord. Mais c'est d'interpeller le gouvernement. Il attend que si par exemple les enfants, 3 enfants qui étaient blessés, quelqu'un parmi eux mourrait, son interpellation, médecin après la mort, pourrait-il ressusciter l'enfant? Laissez-moi, je vais les laisser parler. Vous allez lui répondre dans un instant. Vous allez me répondre. Peut-être que ce que je dis ça vous choque. Mais gardez votre calme. Gardez votre calme et encaissez pour pouvoir lui répondre. Ce que je veux dire, c'est quoi? Les acteurs politiques de notre pays pêchent parfois c'est-à-dire par volonté. Ils pêchent inconsciemment. Non, pas inconsciemment. Ils sont bien conscients. Parce que le problème, c'est de survivre et de faire vivre leur famille. Et ça, moi, je le dis, j'assume. Mais le problème, c'est quoi? On ne peut pas avoir un appartement dans une villa à statut particulier depuis 8 ans. Et c'est dans le premier arrondissement de Parakou. Si le bâtiment ne s'était pas effondré, c'est que les parents d'élèves allaient cotiser et remettre en place et rien ne on ne sera... Est-ce que vous serez au courant? On ne sera pas informé. Ça veut dire que quoi? À quelque chose, malheur est bon. Même si on déplore les enfants qui sont blessés, ils seront traumatisés. Et toutes les fois ils seront dans cette salle, ils seront toujours là avec la peur que le bâtiment peut tomber sur la tête à tout moment. Absolument. Donc je crois qu'aujourd'hui, nos députés doivent pouvoir comprendre quel est leur rôle. Leur rôle, ils ont 2 rôles essentiels. Légiférer, d'accord, parce qu'ils ont passé leur temps à voter, même des lois qu'eux-mêmes ne peuvent pas comprendre et expliquer, bien évidemment, malheureusement à ce niveau. Et maintenant, interpeller le gouvernement pendant 3 ans, il y en a qui n'ont jamais levé la voix. On se pose même... Pardon, mon cher Laurent, Laurent, on va le laisser répondre un peu maintenant. Vous ne monopolisez pas la parole quand même. Pour vous dire quoi? Ils doivent pouvoir jouer leur rôle. Sinon, en réalité, c'est eux qui amènent le peuple à l'abattoir. Henri Yabodé, ces députés ne cessent d'organiser des tournois de football, d'organiser des dons. À cette rentrée, ils ont même offert des fournitures à ces enfants, alors qu'ils ne pensent pas
à leurs conditions de travail. Dans quelles conditions ils vont écrire dans ces cahiers avec les stylos qui sont offerts? Il faut partir de la base. La base, c'est quoi? Il faut partir de la base. La base, c'est quoi? Et je commence par le CQ, le chef quartier d'abord. Je commence par le président de l'association des élèves. Oui, des parents d'élèves. Des parents d'élèves. Merci beaucoup à lui parce qu'il a pensé à faire souscrire les parents d'élèves. Chaque élève doit payer 1 000 francs pour qu'on reprenne la patame. Le chef quartier, le CA, le maire, le préfet, sans compter le CCS, le DEDAMP et tout le reste. Donc, ils n'ont jamais vu ces appartements. Parce que dans l'école, il y en a 2. Dans cette école-là. Vous savez comment ils voient les DEDAMP à interpeller peut-être ses supérieurs hiérarchiques? Il y en a 2. Non, écoutez, je vous dis, il y en a 2. Donc, il y a celui qui, le premier qui s'est écroulé, donc s'était effondré. Peut-être que le second, on ne demande pas, mais que les enfants ne soient pas là, que ça s'effondre pour qu'on sache vraiment qu'il y a problème. Mais toutes ces autorités éducatives n'ont jamais vu cet appartement-là depuis 8 ans. Je comprends votre indignation envers... Ces autorités, suivez-moi, ces autorités dont vous parlez n'ont pas été élues par la population. Le seul... Pardon, le DEDAMP n'a pas été... Il a été nommé. Et quand un poste nominatif... Son rôle, c'est quoi? Non, pardon. Son rôle, c'est quoi? Vous voulez qu'il aille affronter son chef? Non, mais son rôle, c'est quoi? De faire de bonnes fiches à son chef pour dire, écoutez, dans cette école, il y a tel problème. Ce n'est pas seulement déployer, je ne vous apprends rien en disant que certains font les fiches, ils ne sont jamais écoutés. Et on les menace même de les sauter de leur poste. Quand vous le faites, demain, vous pouvez dire, en ce temps, j'ai eu à dire telle chose. Mais voici la question. Non, écoutez, ce n'est pas seulement le député. Dans la zone de la cour, ce n'est pas Rachid de Président, ce n'est pas le seul député. Il n'est pas le seul, ils sont plusieurs députés. Donc, tout au moins, lui, après le sinistre, il s'est réveillé pour dire, écoutez, je présente, j'interpelle le gouvernement. Mais sur quelle base? Qui va interpeller quel gouvernement? Quel gouvernement? On ne leur dit pas d'insulter parti, ça non, ils sont tous de la mouvance. Donc, ils n'ont pas ce rôle-là. Si le député, au Parlement, il y avait une minorité, au moins de l'opposition, on comprendrait ce que vous dites là. Quel courage ils ont pour interpeller quel député? Quel courage ils ont? Ils sont là pour dire, pour peindre de façon... clair, tout ce qui se passe là, pour dire oui, ça se passe bien. C'est parce que... Pour peindre positivement, vous voulez dire. Oui, pour peindre positivement. C'est parce qu'il y a un fondement que... c'est te faire l'occasion d'interpeller. Qu'est-ce qu'il a? Ils ne vont jamais le faire. Mais ceux qui sont à la base et qui savent qu'en réalité, il y a un problème dans cette école-là, pourquoi ils n'ont pas réagi en son temps? On pourrait dire, écoutez, l'école va commencer bientôt, mais cet appartement-là ne peut pas recevoir nos enfants. Les enfants, quand je vous suis, je suis d'accord. Moi, j'ai été dans des écoles, j'ai été dans des écoles où il y a des problèmes et les enseignants ont été clairs. Monsieur le journaliste, pardon, laissez-moi manger avec ma famille. Je ne peux pas parler. Vous avez oublié. Vous ne mangez pas? Dans la commune d'Abolo, vous avez une fois. Dans cette école qui a envie de parler. Laurent, je vous rappelle l'histoire. Oui, j'ai compris. Laurent, ils veulent que vous parlez. Vous dites ce que vous faites accepter ce que je dis là. Vous, dans une commune, dans la commune d'Abolo, il y a une école qui n'avait pas de table dans le siège. Vous avez écrit et quelqu'un a réagi automatiquement et le maire aussi a accompagné. Pourquoi en ce temps le maire n'a pas réagi pour faire construire? Non, il y a des buts. Ne ménagez pas. Ça là, je l'ai fait. J'ai dénoncé, j'ai assumé. Oui, c'était sur ma page Facebook. C'est pour dire que... Oui, je me souviens bien. Il ne faut pas attendre que le député quitte Port-Nouveau pour venir voir ce que c'est pas. Il y a le maire qui est là, il y a le CA qui est plus proche de la population qui devrait réagir autrement. C'est ça. Si vous permettez, c'est ça. L'école d'Adjagbo là. Donc c'est ça aussi. Il y a des citoyens. Non, je vous rafraîchis la mémoire pour vous dire. Concernant l'école d'Adjagbo, pour vous rafraîchir la mémoire, l'école d'Adjagbo par exemple, quand je suis parti, j'étais parti réellement avec une caméra. Mais là, les enseignants n'ont pas voulu parler. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a fallu que je prenne le risque, même si on brandit le code numérique, de publier sur ma page Facebook et d'assumer ça. Et c'est à partir de ça que vous le faisiez en tant que qui? Je le fais. Ah non, attention. Non, en tant que qui? En tant que citoyen. Oui. En tant que citoyen. Justement. Donc il y a des citoyens aussi à Parakou qui pouvaient déjà dénoncer cette affaire-là. Oui, mais justement, tout le donc monde. Donc la responsabilité est partagée par tout le monde. Non, mais tout le monde. Oui, je suis d'accord que la responsabilité est partagée par tout le monde. Je sais que quand moi j'ai pu... Dénoncer, oui. Dénoncer, oui, mais après. Il y a des écoles de Ghana comme ça, encore dans d'autres qualités. Je sais que quand j'ai publié ça, le CA de la Cassette de l'époque, à l'époque, Rungue Apollinaire a eu peur
et a réagi automatiquement, a interpellé le maire, et automatiquement ils ont mis oui. Mais c'est pour vous dire quoi, tout le monde n'a pas la maturité possible et le courage peut-être. Donc, il n'y a pas de gens qui peuvent prendre le portable. Écoutez, il y a dans telle école, il y a des qui vous souviennent qui a passé le charge entre 2 directeurs dans une brousse et ils ont publié, ils ont été sanctionnés. Vous savez combien c'est difficile pour c'est une réalité. Mais ce que nous disons là, il y a des faits qui sont réels dans les écoles. Pour Henri Yambonnet, la responsabilité, c'est une responsabilité de tous à partager. C'est vrai que je ne dis pas après la mort, et parce que bon, les élections sont là, et donc il faut... Non, vous n'avez pas dit le contraire. La responsabilité est partagée, mais il y a des acteurs de premier plan qui sont censés réagir parce que c'est leur rôle d'interpeller le gouvernement pour dire voilà ce qu'il fait. Parce que le chef quartier dont vous parlez là, on sait que c'est quelqu'un qui a permis qu'on le positionne sur une liste. Et vous savez combien les chefs quartiers parfois, dans Kavi, si vous avez vu, attendez, laissez-moi. Vous savez que dans votre Kavi ici là, comment des chefs quartiers ont été sautés du jour au lendemain et des élections ont été reprises, pardon. Et vous savez très bien qu'un des... Vous voulez m'amener sur notre terrain. Attendez. Non, parce que quand vous dites qu'il peut m'interpeller, je vous rappelle, vous savez qu'un des n'a pas été nommé et qu'à un moment donné, si ce hasard a dit n'importe quoi, a fait n'importe quoi, on peut le sauter. Non, vous savez que attendez. On parle de l'État. Oui, mais justement, mais il y a la pression de l'autorité qui fait qu'il ne peut pas avoir le courage. Le seul pour moi, je dis de responsabilité partagée, oui, mais le seul pour moi capable d'oser aller affronter le gouvernement pour sur la question, c'est le député qui est représentant du peuple à l'hémicycle, qui a pour rôle d'interpeller le gouvernement sur ses actions, de rappeler au gouvernement qu'il y a telle chose qui manque dans sa localité, plutôt que de rester là-bas et de venir distribuer des sacs de riz à la veille d'une élection. Henri Yambonnet, Laurent Roland-Tonné-Kess, dernière question. Est-ce que le gouvernement devrait attendre que les citoyens réagissent, que les députés l'interpellent? Est-ce que le gouvernement ne peut pas, pendant que les enfants sont en vacances, dépêcher une équipe d'expertise et tout dans les écoles pour voir ce qu'il faut faire? C'est ça, Laurent, appel anticipé. Oui, je pense pour finir avec le sujet. Oui, je pense qu'à la veille de chaque école, à la veille de chaque rentrée, excusez de peu, on devrait normalement demander à chaque directeur d'envoyer des fiches, de rappeler les besoins de chaque école. Et si ces besoins étaient rappelés, besoins en infrastructure ont été rappelés, normalement, en temps normal, les autorités pouvaient dire, écoutez, pour cette école-là, il faut faire une diligence. Ça dépend de comment vous l'avez dit aussi. Et donc, anticipation dont vous parlez là, la part de responsabilité aussi revient aussi au directeur. Je salue le maître qui enseigne dans cette salle-là et qui a sauvé les enfants. Il faut reconnaître ce courage à ce maître-là qui, oui, a sauvé les enfants. Et il a été, comment il s'appelle, le monsieur qui a sauvé en France là? Gassama. Ouais, le Gassama, il a été Gassama des enfants. Gassama des enfants. Franchement, j'ai suivi, il faut le faire, il faut le tirer un coup de chapeau. Mais la responsabilité aussi part de la base. Les fiches doivent être transcrites et envoyées de façon claire et limpide aux autorités pour leur dire voici la situation que nous parlons. On ne peut pas, 8 ans, un appartement qui a été construit en matériaux précaires, 8 ans, vous savez ce que ça dit? Même ta maison, même quand tu construis ça en 5 ans, tu sais ce que ça fait déjà et on commence par réaliser qu'il faut changer les choses. Donc, un appartement qui a fait 8 ans, ça c'est trop déjà. Et donc, je pense que oui, le gouvernement devrait à la veille de chaque rentrée, au lieu d'organiser les journées de comment vous appelez ça, avant rentrée, oui. Réflexion, journée pédagogique, il faut peut-être dépêcher des équipes dans les écoles pour voir quelle est la situation de chaque école. Et là, ça va peut-être servir et régler les problèmes en fonction des urgences. Des urgences, oui. Voilà. Moi, pour finir avec le sujet. Je crois que quand bien la responsabilité est partagée, je crois que dire qu'il y a des gens qui doivent pouvoir réagir, dénoncer, c'est ne pas comprendre comment fonctionne l'administration dans notre pays. Il y a des nous comprenons bien comment l'administration fonctionne. Oui, attention. Nous comprenons bien. Mais ce qu'on appelle là, c'est que chacun a un rôle à jouer dans cette affaire-là. Oui, mais écoutez, il y a un... Oui. Vous imaginez... Si vous imaginez que l'enseignant qui... On est à l'aide du talent quand même. Vous n'êtes pas d'accord avec les propositions? Non, je ne suis pas d'accord. Je vous dis, qu'est-ce que vous proposez alors? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je suis allé sur le terrain. Laurent Roland-Tonné, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Oui, on va finir avec ce sujet. Les enseignants refusent de parler parce qu'ils ont peur qu'on les... C'est normal, c'est pas... Non, c'est normal. Donc, on dit quoi? L'enseignant travaille sous pression. On lui a dit à retirer le droit de grève.
D'accord? Donc, ça veut dire que tout le temps, il a peur parce qu'il se dit, si je fais des erreurs, des gens ont passé service, ils ont passé service dans la bourse, on les a sanctionnés. Et que vous voulez que l'enseignant parle, ce n'est pas possible. Donc, je crois que la seule personne, et les seules personnes, pardon, qui pouvaient réagir sur la question, ce sont les députés élus dans la localité qui ont pour rôle d'interpeller le gouvernement. Point. Il n'y a pas de débat. Le reste, c'est à laisser les gens faire leur travail et manger avec leur famille. Très bien. Alors, on va passer au deuxième sujet, madame, monsieur, vous qui nous suivez, vous qui êtes devant votre poste téléviseur ou qui nous suivez à travers les plateformes. Maltraitance des enfants, certains parents ont-ils perdu la raison? C'est une grosse interrogation et vous savez que depuis le début de cette année, l'on parle donc de la violence faite aux femmes avec l'Institut national de la femme. Mais depuis quelques jours, on a vu des vidéos circuler sur les réseaux sociaux, femmes comme hommes qui s'acharnent sur des enfants. C'est un homme qui a chicoté un nourrisson. Après, c'est une femme qui s'est attaquée à un enfant. Que se passe-t-il? Tous les parents sont-ils normaux? Sont-ils prêts à aller vers cette responsabilité qu'est de faire des enfants et de les éduquer? Ce sont des interrogations. Henri Yambodé, que se passe-t-il au Bénin? Bon, j'ai de la peine à répondre. Hein. Pourquoi? Moi, je n'ai pas eu le courage de regarder la vidéo. Parce que quand j'ai vu les commentaires, j'ai lu les commentaires, je me suis dit, attention, il y a quelque chose que... Bon, parce que je n'allais pas supporter certaines choses. Mais je dis, la question que vous posez, quand vous posez en demandant, est-ce que les parents ont-ils perdu la raison? La raison. Je crois oui, certains parents ont perdu la raison. Parce que c'est inadmissible qu'on voit un parent prendre de la chicotte pour frapper un enfant de 3 ans. C'est inadmissible. C'est un enfant qu'on a vu avec 3 ans, à peine 2 ans ou 1 an, non? 2 ans à peine. C'est inadmissible de voir un parent, une femme prendre un bâton et avec ses pieds botter un enfant. Ou prendre l'enfant et jeter l'enfant au sol. C'est comme si on est sous l'emprise de quelque chose. C'est comme si on est sous l'emprise de la drogue. Pourquoi on dit des choses comme ça? De la drogue. Parce qu'on ne peut pas, même... Ils sont possédés par le diable et c'est diabletin. C'est des gens qui doivent être incarnés, internés, pardon. Et je me demande si psychologiquement, ils sont au point d'en arriver là. Moi, je ne peux pas. Et c'est que certaines personnes ne peuvent pas arriver à faire ce qu'on a vu là. Mais si les gens sont arrivés à le faire, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et il faut peut-être prendre ces gens-là, qui sont l'auteur de ces actes criminels envers ces enfants-là, et leur poser la question de savoir ce qui n'a pas marché. Et ce qui ne tourne pas rond. Et quand on va commencer à chercher la cause, on saura réellement où attaquer le problème. Parce que oui, on peut avoir beaucoup de structures, on peut même dire, appeler le 138, c'est gratuit. Mais il faut demander là où est parti le problème. Parce qu'un homme normal ne peut pas prendre un enfant de 2 ans et le lapider comme ça, de cette manière-là. Non, c'est criminel. C'est criminel. Vous me touchez, c'est criminel, non? À la limite, vous me faites venir des larmes aux yeux quand je revois ces images. Moi, j'ai eu le courage de regarder ces images du début jusqu'à la fin, parce que si je ne regardais pas, je ne pouvais pas en parler. Laurent Roland-Tonné, qu'est-ce que se passe-t-il? Les parents ont-ils quel problème? Certains parents ont-ils quel problème en réalité? Il y a des parents qui ont besoin d'être internés dans les centres psychiatriques, purement et simplement. Parce qu'ils sont malades. Parce qu'ils sont malades. C'est des malades mentaux ambulants. En tout cas, ils sont encore pires qui s'ignorent. Qui s'ignorent. Parce que pour moi, je crois qu'on ne peut pas taper un enfant de moins de 3 ans de cette manière. Et tel que ça a été fait, je crois qu'il faut que certains parents retrouvent la raison pour comprendre que quand vous avez de tels cas, allez bien chercher. Soit la maman a reçu un choc du papa de l'enfant, et en voyant l'enfant, voit l'image du papa et veut maltraiter l'enfant à la place du papa, ce qu'elle n'a pas pu faire au papa. Oui, pour le cas de la caricature. Oui, il paraît que la femme s'est divorcée du vieux. Pour la maman qui tapait le bébé. Non, le gars, l'homme qui frappait le bébé. Et le papa qui, vous savez, à travers l'enfant, voit sa mère. Gérer un enfant seul à la maison, ce n'est pas facile pour un homme. Aucun homme ne vous dira que c'est facile. Et donc, par conséquent, non, mais attendez, quand la maman est partie et que parfois l'enfant fait les caprices que la maman peut comprendre,
Parce qu'on dit dans notre langue, font que quand l'enfant chie votre cuisse, vous n'allez pas couper, votre cuisse est jetée. Bien évidemment. La maman supporte ça. Mais les papas ont du mal à supporter ça parfois. Il y a des papas qui supportent non, ça. attendez, ce que je vous dis, je ne généralise pas. Je dis, il y a des papas qui ne supportent pas ça. Et rien que pour ça, c'est-à-dire, il se souviendra comme les Ivoiriens le disent, du gourmet que la maman lui a fait pour taper l'enfant sauvagement. Mais il y a une solution à ça. Non, n'oubliez pas ce que vous voulez dire. C'est un aspect que cet homme-là n'a pas une sœur. Cet homme-là n'a pas une grande soeur, une petite soeur à qui confier l'enfant. Au lieu de maltraiter l'enfant comme ça. Attention. Vous leur donnez raison. Ce que j'ai appris là, c'est comme la femme. Je ne donne pas raison à Henri Ambodé. J'expose les causes qui pouvaient amener à ça. Il est en fait en train de poser les diagnostics, de parler des causes qui peuvent conduire à ces comportements. Moi, je ne donne raison à personne. Et je ne peux même pas donner raison à un malade mental comme ça, qui s'ignore comme ça de cette manière. Pour vous dire quoi, en dehors de ça aussi, c'est qu'il y a des gens qui ne se maîtrisent pas, qui ne maîtrisent pas leur humeur au point où ils se déversent sur les enfants parce que l'enfant n'a pas respecté, parce que l'enfant n'a pas été docile dans une certaine mesure. Et je crois qu'il y a une loi au Bénin qui interdit le châtiment corporel, même si vous êtes parents. Parlons des lois. Même si c'est votre enfant. Est-ce qu'ils savent qu'il y a des lois qui existent, qui punissent ces comportements peu recommandables? Voilà le problème. Le problème, les lois sont votées, mais pas autant vulgarisé. Parce qu'une loi votée, il faut vulgariser dans toutes les langues, aller dans les coins-recoins pour parler, rappeler aux gens. Parce que quelqu'un peut vous dire qu'il ne connaît pas la loi. C'est vrai que ce n'est pas une excuse, bien évidemment. Mais je crois qu'il faut désormais communiquer sur la question. J'ai lu une vidéo il y a quelques jours, une dame qui a été interpellée par un parent. Oui. C'est-à-dire qu'il a tapé son enfant pendant les vacances, et l'enfant a eu des séquelles, et à la rentrée, l'enfant était à l'école. C'était au Bénin? Je ne sais pas si c'est au Bénin, elle n'a pas précisé. Mais l'enfant a commencé l'école, et la maîtresse a revu les séquelles sur l'enfant, a dit, mais c'est quoi? Et l'enfant a dit, c'est mon papa qui m'a tapé comme ça. Et la maîtresse a pris la responsabilité d'aller porter plainte, et le papa a été convoqué. Vous ne me direz pas que l'enseignante a mal fait, parce qu'elle fonctionne en vertu des lois qui existent dans le pays. Donc, je crois que les parents doivent pouvoir comprendre que taper un enfant, aussi bien vous l'avez nourri, vous l'avez mis au monde, vous lui donnez tout, mais c'est que la loi interdit que vous le lapidez, parce que comme si c'était le dernier des délinquants sur terre. Je crois qu'à la limite, il faut sensibiliser les parents aujourd'hui pour qu'ils comprennent. Ceux qui ne peuvent pas gérer leurs humeurs dans une certaine mesure ont la possibilité de confier les enfants à leur maman, s'il s'agit du papa, ou de confier au papa s'il s'agit de la maman, ou à une tante ou à la grand-mère de l'enfant, ça existe. C'est vrai que Henri parlait de tante ou de sais quoi. Interpellez-vous ainsi le ministère des Affaires sociales? Henri parlait de tante. Mais souvenez-vous que dans ce pays, à Ouamen, un parent qui s'est remarié a pris l'enfant chez sa mère, et sa femme donnait à manger des excréments à l'enfant. Oui. Donc, pour vous dire quoi, même confier à quelqu'un, ce n'est pas la solution. La solution, attendez, c'est la deuxième femme du monsieur. Oui, mais attention, ce que je dis, le monsieur au départ ne peut pas donner des excréments à son enfant, par exemple. Vous voyez, peut-être le monsieur avait la volonté peut-être au départ de garder son enfant. Ce qu'il faut dire, c'est juste sensibiliser les gens pour dire, un enfant, on ne le maltraite pas. Si vous le maltraitez, l'État prend la défense de l'enfant et vous met en prison et vous subissez les rigueurs de la loi. Vous subissez les rigueurs de la loi. Est-ce que c'est la méconnaissance des textes de loi dans la République qui font croire aux gens qu'ils ont tous les droits de vie même sur leurs enfants? Vous entendez des gens dire c'est mon enfant, je peux faire de lui ce que je veux. J'ai suivi une vidéo aux États-Unis où la maman a tabassé, je vais dire, a corrigé un peu son enfant, elle a écopé de 99 ans de prison. Non, je ne sais pas si vous l'avez suivi. Non, je ne dis pas, on ne va pas dire que les parents ne connaissent pas, c'est la méconnaissance des lois. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait que quand vous tapez votre enfant, on peut vous envoyer devant la justice. Et le ministère des Affaires sociales en a fait son cheval de bataille jusqu'à ce qu'un numéro vert, une ligne verte a été créé pour dénoncer ces méfaits-là, ces agissements-là de ces parents qu'on peut qualifier de parents qui ont une défaillance au niveau de défaillance psychologique. Parce que quand vous savez qu'est-ce qu'un enfant peut faire jusqu'à ce niveau-là, et vous allez prendre même un gros bâton pour le frapper.
Non, je ne pense pas. Et encore que c'est des gens qui sont matures. Quand vous les voyez dans la vidéo, c'est des gens qui sont correctement bien et qui peuvent réfléchir autrement. Donc, on ne peut pas comprendre que ces gens-là agissent en méconnaissance des lois de la République. Et j'ai peut-être, je me suis dit que le ministère des Affaires sociales n'a pas frappé fort pour cette vidéo qui est devenue virale et tout le monde décrit. Ils ont arrêté le monsieur. Et là, il y a un problème. La police a arrêté le monsieur. Vous savez quoi? Oui, la police a arrêté. Mais il faut montrer par des actes que quand vous faites telle ou telle chose, vous bénéficiez de telle sanction. Ça va peut-être faire corriger aussi, ça va peut-être faire sensibiliser les autres aussi. Attention, si en temps je tombe dans... Oui, si en temps je tombe... Justement, et c'est là, j'en venais parce que Henri, qui vous souvient que vous et moi, nous avons suivi une formation sur la question du côté de Savalou. Mais il existe un numéro qu'il faut appeler désormais, le 138. C'est ce que veut dire. Lui et moi, on a suivi cette formation à Savalou. Et le numéro avait été relayé abondamment dans la période. Et quelques temps après, silence radio. Et donc, je crois qu'à ce niveau aussi, il faut avoir une veille permanente. Il ne faut pas attendre du temps. Parce que, automatiquement, quand la vidéo a circulé, les responsables du ministère des Affaires sociales ont commencé par balancer encore le numéro. Le numéro a refait surface. Alors qu'en réalité, ça doit être une veille permanente. On ne doit pas. Je suis d'accord avec vous. Donc, moi, j'estime qu'aujourd'hui, que ce soit des séances de sensibilisation voilà, en public, il faut montrer que. Je crois qu'il faut aujourd'hui faire des affiches, les mettre dans les écoles, les mettre sur les places publiques, faire des visuels que les médias vont toujours diffuser, utiliser la DER des journaux de presse écrite pour relayer ce numéro-là et qu'il n'y ait plus de silence, qu'il y ait une veille permanente pendant un moment donné. Ça peut durer 1 an, ça peut durer 2 ans, ça peut durer 3 ans. Je crois que quand on va le faire, c'est parce qu'à un moment donné, dans la période où le numéro avait été relayé abondamment et puis 1 an, pratiquement 1 an, ça n'a pas fait totalement 1 an, et puis silence radio. Et quand on a vu que le monsieur a tapé son enfant maintenant, le numéro a refait surface. Et tout le monde, on ne savait même plus si en réalité le numéro fonctionnait toujours. Parce qu'alors qu'il y a une équipe permanente qui est censée recueillir les doléances des populations quand vous dénoncez. Et qui sont payés. Donc on ne sait même pas si le numéro fonctionnait toujours. Il a fallu qu'on voie cette violence-là pour comprendre que le numéro fonctionnait toujours. Donc je crois qu'il faut une veille permanente, sensibiliser. Les chefs quartiers doivent sensibiliser les communautés. Les maires doivent pouvoir mettre en place un système de communication, de sensibilisation. Les centres de promotion. Oui, mais les PCS aussi. Oui, donc il y a tout ça qu'il faut faire aujourd'hui. Je crois que quand on va commencer à sentir la communication, la vulgarisation à ce niveau, on peut espérer que dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, qu'il n'y ait plus de violence sur les enfants, que ce soit en famille ou à l'école ou en milieu public. Il y a autre chose aussi qu'on doit soulever. C'est quoi? Dans la vidéo, vous voyez que c'est quelqu'un qui prenait qui enregistrait. Oui. Qui enregistrait. Et l'enfant cherchait un secours. Un secours. Oui. Et il regardait, il observait, il se réjouissait de ce que... Je ne sais pas. Oui, hein? Je ne suis pas d'accord avec vous parce qu'en fait, j'explique une chose. Peut-être que ce monsieur, celui qui a filmé, a toujours vu l'enfant maltraité comme ça et sachant qu'il est en face de malade mental qui peut lui en vouloir, a préféré prendre la vidéo et balancer. Parce qu'il y a 2 options. Soit la personne a été passive dans une certaine mesure et n'a pas voulu réagir et s'en est réjoui. Mais il y a que quand la personne a pris la vidéo, ne serait-ce que prendre la vidéo et balancer, cela montre qu'en réalité, la personne a une volonté derrière. C'est d'abord dénoncer cette personne. Non, je n'encourage pas le fait se déroulait. Au moment où le fait se déroulait. Si l'enfant... Excusez-moi, si l'enfant trépassait. Je suis d'accord que l'enfant trépassait. Sous son regard. Écoutez, on va dire quoi? Alors qu'il devrait assister l'enfant. Ce que vous savez pas, c'est que... Il prend une séquence d'accord. Si le monsieur n'avait pas enregistré, c'est que ce serait du ni vu ni connu. Je refuse ça. Est-ce que vous reconnaissez au moins que s'il n'a pas fait ça sur travail? À un moment donné, il devrait assister l'enfant. Mais vous ne savez pas si quand il a fini d'enregistrer et que le monsieur n'avait pas continué de taper l'enfant... Après que l'enfant ait reçu... Vous avez vu, le monsieur n'avait pas fini de taper l'enfant à un moment donné. L'enfant ne voulait pas obtempérer. Vous avez vu comment il a violenté l'enfant. Et donc, dans une certaine mesure, c'est quelqu'un qui pouvait revenir à la charge pour taper encore l'enfant. Ouais. Et donc, je crois qu'on ne va pas faire le procès à celui qui a filmé. Grâce à lui, on a l'information aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a repris le débat pour décourager, pour sensibiliser, pour décourager cet état de choses. On va commencer par conclure. Une autre manière pour décourager Stéphane. Il peut appeler quelqu'un pour dire voici ce qui se passe avec cet enfant-là. Voici, il peut aller se plaindre à la police. Il peut faire une déposition à la police pour dire cet homme-là, chaque fois, frappe cet enfant. Un enfant de 2 ans ne peut pas
déposer une veste. Non, c'est Non, pas. il Non, parle de je celui qui parle- a oui, filmé, je celui parle qui de assiste à la scène. celui qui a Non, pris mais son portable pour écoutez, filmer. Et c'est le même fait. Il ne veut pas de problème dans le C'est milieu. la parole du père contre la sienne. Parce que pourquoi? Non, il n'y a pas de preuve matérielle. Là-bas, le père peut dire jamais... il doit y avoir quelqu'un qui va quand même témoigner. On va dire jamais à ces gens de choses dans notre pays. Donc il y a une sanction. Il faut décourager, il ne faut pas encourager les gens à filmer ça. Il ne faut pas encourager les gens à filmer ça, je suis d'accord. Mais ce qu'il faut faire, c'est quoi? On peut se réjouir de ce que quelqu'un a eu le courage de filmer, pour qu'on puisse avoir l'information, pour décourager de tels contrevenants dans une certaine mesure. Je crois qu'aujourd'hui, les parents doivent prendre conscience et savoir qu'il y a une législation en la matière qui interdit le châtiment corporel, que ce soit à l'école ou à la maison pour les enfants. Et donc, quiconque se hasarde à se mettre sur ce chemin subira les rigueurs de la loi. C'est clair et net. Votre mot de fin, Henri Ambolo. Oui, c'est pour demander au ministère des Affaires sociales et également aux agents de la police, de la direction de la police républicaine, de travailler à ce que la sanction soit à la hauteur de l'acte posé par cet homme-là. Il faut que la sanction soit à la hauteur de l'acte qu'il a posé pour montrer aux autres parents qu'en réalité, l'enfant est cher, l'enfant a un trésor et qu'il ne faut pas abuser comme ça des enfants. Et pour montrer, même si vous êtes en colère, sachez garder votre colère, sachez dissiper votre colère autrement, pas sur un enfant. Madame, Monsieur, nous sommes à la croisée des chemins. C'est ici que nous allons mettre la clé sous le paillasson en ce qui concerne ce numéro du Forum des rédactions que j'ai eu le plaisir de vous animer comme tous les vendredis. Aujourd'hui, vendredi spécial, Marloud et puis mes invités, Laurent Roland Tonneikes à ma gauche. Merci d'être venu sur ce plateau. Henri Abodé à ma droite, rédacteur en chef Radio. C'est un plaisir. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Vous avez C'était chaud là. Mais non. Vous avez pris du café ce matin? Non, pas du tout. Mais juste là, je n'ai pas encore. Bon, j'ai pris quelque chose, mais. Mais Laurent, je ne me retrouve pas dans ces arguments aujourd'hui. C'est en politique qu'il se retrouve. Henri a pris quelque chose avant de venir sur le plateau. En politique, il se retrouve. C'est une société. Nous sommes dans la société. Nous côtoyons la population. Il ne peut pas vous supplanter en société. En politique, d'accord. À chacun son domaine. À chacun son domaine. Ceux qui ont suivi vont chercher sur la page Facebook de Eden TV. D'accord. On reviendra faire le bilan. D'accord. Écoutez, sur ce coup-là, vous n'êtes pas de quoi parle l'auteur? Non. De quoi? Analyste politique. De quoi parle l'auteur? Vous n'êtes pas analyste de société. Non, de société. Vous êtes analyste de société. Écoutez, ça là. Et vous le resterez. Nous sommes dans notre super, ça fait vraiment plaisir de vous entendre quand même. Vous chahuter de temps à autre. Madame, Messieurs, ce fut un plaisir. Nous avons parlé donc de la non-ouverture de certaines écoles à l'effondrement d'un apatam, d'une salle de classe à Parakou. Vous avez entendu l'avis des débatteurs. Et puis, nous avons parlé de cette question cruciale, la maltraitance des enfants. Les parents ont-ils perdu la raison? Et mes invités pensent qu'il va falloir prendre le taureau par les cornes et sanctionner jusqu'à la dernière rigueur. Il faudrait quand même interner certains parents qui ne savent pas qu'ils sont malades. Le 138, c'est le numéro à appeler désormais pour dénoncer la maltraitance des enfants. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Marcel Yedo et puis Herman Hunkpe étaient à la réalisation et au son. Bonne suite de nos programmes et passez un excellent week-end.